Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second webinaire dédié au cluster 2 d'Horizon 2020 et plus particulièrement donc à la deuxième destination, patrimoine culturel européen et industrie culturelle et créative. Donc comme vous l'aurez compris, nous avons fait le choix au sein du PCN d'organiser 3 webinaires sur chacune des 3 destinations du cluster. Donc, le premier a eu lieu la semaine dernière et le dernier aura lieu mardi prochain à la même heure et portera donc sur la troisième destination. Donc voilà, après les désillusions en football hier soir, on va parler encore un petit peu d'Europe aujourd'hui et par contre sous l'angle de la recherche et de l'innovation. Et donc des dispositifs qui sont proposés. Pour ceux des participants qui connaissent pas encore très bien Horizon Europe, vous avez sous les yeux un petit schéma qui vous présente la structure générale du programme. Donc Horizon Europe, c'est... Attendez, petit souci, voilà. C'est le programme cadre de l'Union européenne pour la période 2021-2027 et qui est doté de 95 milliards d'euros, 95,5 milliards d'euros, ce qui en fait le troisième budget de l'UE pour la période. Et vous voyez en rouge dans le diagramme la répartition de cette enveloppe globale, la plus grande part, environ 56%, allant au cluster 2, au pilier 2, qui traite des défis sociétaux, des problématiques mondiales et de la compétitivité européenne. Horizon Europe, c'est quelques nouveautés, mais relativement peu quand même par rapport à son prédécesseur Horizon 2020. C'est surtout quelques évolutions. Parmi les nouveautés, vous avez dans le pilier 3 la création de l'équivalent de l'ERC, mais pour l'innovation, donc le Conseil européen de l'innovation, qui vise à soutenir les innovations de rupture, accompagner les startups, les PME innovantes, etc., qui sont porteuses de technologies de pointe ou de rupture. C'est aussi, et je vais vous en dire 2 mots après, l'autre grande nouveauté, la création des missions adossées donc, au pilier 2. En termes d'aspects transversaux, le Horizon Europe s'inscrit aussi dans la continuité d'Horizon 2020 sur 2 pans, la science ouverte et les questions de genre, mais en renforçant encore un petit peu ces aspects avec l'objectif pour la partie science ouverte de constituer un écosystème de communication universitaire européen qui permettent donc à l'Union d'être vraiment plus compétitive sur la scène internationale en matière de recherche et innovation. Et donc, voilà, ça centre autour de l'accès aux données et aux publications de la recherche. Les questions de genre aussi, avec une dimension au cœur des projets, mais aussi l'obligation à partir de 2022 pour tous les bénéficiaires de disposer d'un plan d'égalité des genres pour pouvoir participer aux futurs appels. Et puis, bien sûr, des efforts toujours en termes de simplification des démarches. Pour toutes ces questions transversales, je vous invite évidemment à consulter le portail français horizoneurope.gouv.fr. Notre séance du jour est donc consacrée, vous le voyez dans le pilier 2, au cluster 2, culture, créativité et société inclusive. Autre information générale sur la façon d'appréhender Horizon Europe et les différents pans qu'on vous a présentés ici. C'est intéressant en particulier pour nos collègues porteurs de projets. Les personnes qui accompagnent les projets sont bien au fait de ces choses-là. Mais bon, voilà, il y a 2 façons d'appréhender le programme. Des appels non thématiques, blancs, comme on peut aussi les nommer, avec en particulier, donc qui se trouvent pour l'essentiel dans le pilier 1 du programme, avec les bourses ERC, les actions Marie Curie, et donc l'inverse, c'est des appels thématiques,
centré pour le coup donc autour de problématiques sociétales, de défis globaux, avec un accent très fort mis sur l'impact et donc des sujets qui sont écrits, définis, calibrés et auxquels il faut répondre, répondre à une commande publique. On est dans de la recherche appliquée à des politiques publiques. Voilà. Et donc là, la logique, c'est des projets collaboratifs, transnationaux, à travers les frontières, avec cette logique de ce critère minimum de 3 partenaires issus de 3 pays différents. Et puis, forcément, puisqu'il s'agit d'impact, de transformation de produits de la recherche en innovation, en solutions, il faut qu'il y ait dans les projets des acteurs non académiques. On est sur des projets qui durent en moyenne 3-4 ans. Et puis pour les projets qui vont être financés par le cluster 2 qui nous intéresse, on démarre à 2-3 millions d'euros. Mais si on s'intéresse aux autres clusters que vous avez listés et détaillés un petit peu ici, dans leur contenu, et qui intègrent tous à des degrés divers des appels avec une composante SHS ou parfois même des appels vraiment qui doivent être portés par des chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc voilà, tous ces clusters financeront pour le reste des projets bien au-delà de 3 millions d'euros par rapport à notre petit cluster 2. Et puis voilà, l'autre nouveauté d'Horizon Europe, c'est ces missions. Les missions seront en fait constituées des portfolios de projets qui sortiront donc du cluster, des différents clusters pour répondre à des grands défis sociétaux avec une espèce de directionnalité vers des enjeux, des ambitions qui sont réalistes, atteignables et sur lesquels on peut facilement communiquer et engager les citoyens. Donc vous voyez en dessous, vous avez les premières missions qui seront financées dans Horizon Europe, avec notamment adaptation au changement climatique, incluant les transformations sociétales. Voilà. J'en viens donc au cluster 2. Petit rappel que j'ai oublié en début, ce webinaire est enregistré, il sera donc disponible sur le portail horizoneurope.gouv.fr, de même que la présentation que vous avez sous les yeux. Alors, le cluster 2 qui nous intéresse aujourd'hui, il est donc dédié à la recherche en sciences humaines et sociales, donc sciences humaines et sociales dans toute leur diversité, leur variété, avec comme objectif de comprendre les défis, les transformations auxquelles nos sociétés sont confrontées, et donc, recherche appliquée oblige, fournir des recommandations politiques, des solutions pratiques, technologiques ou non technologiques, on est quand même dans les sciences humaines et sociales. Ce cluster s'organise autour donc de 3 grandes priorités: renforcer la gouvernance démocratique et la participation des citoyens, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et répondre aux transformations sociales, économiques, technologiques et culturelles. Donc ça, bon, c'est un peu général, mais vous allez voir dans le détail. Et puis ce cluster soutient aussi les actions de l'Union européenne en matière de migration et mobilité, et il a aussi vocation, comme l'ensemble du programme, au final, de répondre aux impacts sociétaux de la pandémie. Un petit mot pour dire, c'est le pavé en haut à droite, que les sciences humaines et sociales n'auront jamais été aussi bien dotées dans les programmes européens, puisque vous voyez que là, on a près de 2 milliards d'euros dédiés à ces thématiques sur 7 ans. Alors, ces grandes priorités, comment elles sont organisées? On les retrouve autour de 3 axes, trois axes de travail, 3 destinations. Le webinaire de la semaine dernière portait sur le premier, démocratie et gouvernance. Aujourd'hui, nous allons parler de patrimoine européen et des industries culturelles et créatives. Et la semaine prochaine, vous aurez celui sur le 3e volet, transformation sociale et économique. Vous voyez la répartition du nombre d'appels et de l'enveloppe globale disponible pour chacune des destinations pour la période 2021-2022. Et vous avez en dessous le calendrier
Donc les premiers appels ont été publiés la semaine dernière et les propositions de projet devront être déposées pour le 7 octobre. Pour la partie 2022, vous avez également le calendrier deadline le 20 avril. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc la destination 2. Alors, les défis sur lesquels repose cette programmation, c'est le fait que le patrimoine culturel européen tend à perdre un peu son rôle dans le renforcement du sentiment d'appartenance à un espace commun, la promotion des valeurs communes de l'Union européenne, la cohésion sociale, etc., son rôle aussi dans le bien-être. Il est aussi confronté à un certain nombre de défis, notamment liés au changement climatique, à la pollution, catastrophes naturelles, mais aussi d'origine humaine. Et puis le troisième volet porte sur le secteur économique des industries culturelles et créatives et leur potentiel, notamment en termes d'innovation et de compétitivité. Donc, trois grandes orientations pour travailler sur ces challenges. Promouvoir un meilleur accès et un meilleur engagement ou développer l'intérêt. Pardon ? Non, on t'a entendu d'une manière un peu étouffée, comme s'il y avait quelque chose sur ton micro, mais tout va mieux. D'accord. Donc, c'est peut-être à cause de mes mains, je parle avec les mains, voilà, comme les Italiens. Voilà. Donc, promouvoir un meilleur accès, un meilleur engagement vis-à-vis du patrimoine culturel de la société, des citoyens et de tous les acteurs du secteur. Améliorer sa protection, sa mise en valeur et sa restauration, et aussi, évidemment, soutenir, donc là, c'est le troisième volet, l'innovation et la compétitivité des industries culturelles et créatives. Vous avez sous les yeux la liste des appels à projets ouverts pour 2021-2022. 4 en 2021, heureusement, étant donné la deadline du 7 octobre, et donc la plus grosse partie pour 2022. Alors, on va les passer en revue maintenant, chacun de ces appels. Ils sont décrits sur une page, un petit peu plus pour certains, donc là, c'est un effort de synthèse qu'on a fait. Évidemment, on ne pouvait pas tout mettre, il y a des choses qu'on a passées sous silence. On met en évidence des points saillants, des choses sur lesquelles il nous semble important d'attirer votre attention. Et puis, vous verrez, je prends le premier pour exemple, tous les topics, les sujets sont décrits de la même manière. D'abord, les résultats attendus, et puis le périmètre, scope de l'appel. Donc, à chaque fois, on vous dit les propositions qui, en réponse à cet appel, devront traiter, alors parfois, tous les impacts attendus, ou parfois seulement 2. Donc là, on ne les a pas tous mis en évidence, mais voilà, faites bien attention en lisant l'appel à projet, ces instructions, ne pas passer à côté, des toutes petites mentions comme ça qui sont vraiment importantes. Alors, les premiers sujets pour 2021, vous en avez un sous les yeux qui porte sur les matériaux, les technologies vertes pour la conservation et la restauration du patrimoine, alors qui sont souvent gourmandes en énergie, pas très respectueuses de l'environnement et puis même nuisibles pour les personnes qui les manipulent. Donc, il y a un objectif ici de développer de nouvelles méthodes plus durables, plus vertes, en lien notamment avec les objectifs du Green Deal. Donc on proposera dans le projet une approche qui permettra d'intégrer, d'inclure toutes les compétences interdisciplinaires, toutes les expertises nécessaires pour développer donc des solutions technologiques non intrusives en respectant l'impact donc sur la santé des restaurateurs, des conservateurs, des artisans. On proposera des solutions en tout genre qui feront appel donc à la recherche fondamentale, mais aussi appliquée, à de l'innovation sociale, puisqu'on parle de méthodes aussi, et puis des innovations culturelles, entrepreneuriales, et qui devront, entre autres, qui nécessiteront d'impliquer dans le projet des industries. Mais également des responsables politiques et tout type de structures pertinentes. Et vous le verrez dans pratiquement tous ces appels sur le patrimoine culturel, il y a la volonté d'impliquer les citoyens
dans la démarche de sauvegarde de leur patrimoine, et en particulier les jeunes. Le second porte également donc sur le patrimoine culturel et en particulier sur proposer des méthodes, des nouveaux modes de gestion plus participatifs, donc à nouveau implication des citoyens, et des financements durables pour les musées et les institutions culturelles, avec derrière l'objectif de relever tous les défis liées au financement, aux nouvelles obligations légales de ces structures pour leur collection, en termes de protection, la baisse parfois des visiteurs locaux, mais à l'inverse de l'afflux de touristes massifs, qui nécessitent donc tout un tas de nouveaux moyens d'accueil, etc., et qui ont été augmentés avec la crise sanitaire et le confinement qui a généré une baisse de revenus vraiment, vraiment importante. Donc là, on s'intéressera en particulier aux musées locaux et à leur rôle dans la ville, dans la métropole, et donc l'implication des citoyens de ces lieux dans la gestion de ces musées. On s'intéressera aussi évidemment à tout ce que le numérique peut apporter en termes de partage de connaissances, de communication sur le patrimoine. Voilà pour cet appel. Le suivant, toujours en 2021, eh bien, il porte sur les industries culturelles et créatives, ce secteur économique et tout son potentiel d'innovation et de compétitivité qui vraisemblablement est inexploité. En tout cas, c'est l'observation faite par les autorités européennes, qui en a produit d'ailleurs un papier, Unlocking the Potential of Cultural and Creative Industries. Donc des industries culturelles qu'il est d'abord nécessaire de bien connaître. Donc il y a un premier exercice de cartographie, parce qu'elles sont au final aussi diverses que les cultures européennes. Donc on va s'intéresser à leur diversité en termes d'activité, mais aussi entre régions. Pour renforcer ce lien, pour renforcer leur compétitivité, on verra aussi dans quelle mesure le renforcement du lien entre science et art peut être mobilisé. Et puis, il est attendu un certain nombre de mesures politiques pour pouvoir mieux piloter ce secteur et notamment l'amener vers les marchés internationaux. Voilà. Donc, obligation évidemment d'impliquer des acteurs du secteur, des autorités publiques pour s'assurer que ce qu'on propose est bien pertinent, faisable. Voilà. Dernier appel pour 2021 qui s'intéresse donc au rôle des nouvelles technologies pour préserver et valoriser le patrimoine culturel, alors mieux le protéger, mieux le restaurer, mieux le sauvegarder, le valoriser, et puis à nouveau aussi en faciliter l'accès et élargir les audiences, avec un objectif également d'accroître la compétitivité du secteur et de faire face aux conséquences de la crise. Les technologies en question, c'est l'intelligence artificielle, la simulation 3D, 4D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et la façon dont elles transforment le patrimoine culturel. On s'intéressera aussi dans cet appel à patrimoine né numérique, et en particulier à ce patrimoine qui est né durant la crise sanitaire, qui a fait l'objet, quand les musées ont fait des ouvertures virtuelles de leurs collections ou qui ont créé des choses, créé des accès, et qui posent des enjeux notamment de protection et de préservation. Donc il y a un volet lié à un volet juridique, à la propriété intellectuelle. On s'intéressera aussi aux pratiques artistiques et culturelles durant la crise, notamment tous ces artistes, tous ces créateurs qui
qui ont œuvré sur la toile, sur le web. Hein. Parmi les technologies auxquelles il faut recourir, parmi les outils qu'il faudra utiliser, il y a les services donc, de Copernicus, hein, qui est le système d'information satellitaire de la Commission européenne. Voilà pour cet appel. Donc là, on a passé les 4 appels 2021. Pour 2022, le premier, alors qui n'est pas une action de recherche et innovation, et c'est bien le seul dans toute cette liste, c'est une action de coordination et de soutien, donc d'appui aux politiques publiques, qui vise à mettre en réseau des acteurs, et qui donc s'intéresse aux langues en danger en Europe. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre aux communautés locales de s'intéresser et de s'engager dans la gestion de leurs propres ressources linguistiques, de promouvoir la diversité linguistique européenne, et puis travailler sur tout ce qui est sentiment d'appartenance, promotion de la diversité culturelle. Donc il y a un travail d'analyse de la situation de ces langues, de leur situation socio-linguistique, juridique, économique, qui conduit à leur statut de langues en danger, hein, et puis évidemment les politiques dont elles font l'objet. En France, c'est d'actualité. On parle récemment là de l'enseignement immersif, hein. Il y a une polémique autour de ça en ce moment. Et donc derrière, c'est l'objet de toutes ces actions de coordination et de soutien, de créer un véritable écosystème de préservation des langues de l'UE, mais aussi des langues donc des pays associés et des pays voisins. Hein, c'est une petite ouverture géographique. Cet écosystème devra s'appuyer sur une plateforme web, l'échange de bonnes pratiques, des pratiques de revitalisation des langues en provenance du terrain, des recommandations politiques, des ressources pédagogiques qui devront être collectées, mais qui pourront être aussi créées. Et puis, les projets devront s'appuyer sur les résultats des recherches précédentes pour aussi identifier de nouveaux besoins de recherche en la matière. Et donc, vous avez là, à la fin, je vous ai indiqué les grandes conventions, les grandes initiatives sur lesquelles il faut s'appuyer, qui proviennent de l'Union européenne dans le cadre de sa politique de promotion du plurilinguisme, mais aussi du Conseil de l'Europe avec la Convention de Faro et de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel intangible. Autre sujet sur les valeurs, la promotion des valeurs européennes. Alors, on parle ici du soft power européen. Pour faire simple, comment la promotion des arts, de la culture, des valeurs européennes. Alors, les valeurs européennes, c'est l'état de droit, les droits de l'homme, la justice, etc. Comment donc la promotion de ces arts, de ces cultures, de ces valeurs peuvent permettre aussi donc de rendre l'espace européen plus attractif, de promouvoir l'Union européenne à travers le monde, et puis d'appuyer aussi ses intérêts économiques. Les acteurs économiques, les compétiteurs internationaux s'appuient aussi sur la politique scientifique, la diplomatie culturelle. Hein, on en revient à cette idée de soft power. On s'appuiera évidemment pour ce travail sur les industries culturelles et créatives. Et puis on s'intéressera, là on est dans des questions de politique vraiment à l'échelle de l'Union européenne, de la pertinence, de l'efficacité d'une action européenne commune, hein, coordonnée sur ces questions-là, et bien évidemment encore l'engagement des citoyens et des jeunes en particulier. Un autre appel sur la façon dont les perceptions sont façonnées par les perceptions individuelles, collectives, sont façonnées par les traditions, les valeurs à nouveau, et les croyances, comment cela façonne les sociétés et les politiques européennes du XXIe siècle.
comment ils peuvent contribuer à créer aussi une vision un peu plus inclusive des cultures, des valeurs de l'Europe et du monde, hein, au-delà. Comment aussi ces traditions, ces valeurs, ces croyances influencent la réponse des sociétés à la crise sanitaire, comment elles impactent la cohésion sociale, comment elles s'expriment dans les réseaux, quelles réactions, quel positionnement elles suscitent aussi vis-à-vis des institutions politiques. Donc voilà, on attend ici une étude un peu approfondie du rôle de ces facteurs dans le processus d'intégration européenne, dans la cohésion sociale, leur impact même sur ce processus d'intégration. Et on s'intéressera, on examinera l'idée d'une Europe socialement et culturellement cohérente. Une approche historique, différentes aires géographiques et culturelles, et comme je le disais, l'expression sur les médias, etc. Autre appel, on en revient aux technologies, sur l'artisanat traditionnel. Donc là, l'idée, c'est l'artisanat qui est vecteur de nos traditions, de notre culture, de savoir-faire, etc., parfois ancestraux, qui sont confrontés à tout un tas de défis modernes, liés notamment aux nouvelles technologies. Donc l'idée, c'est de les faire revivre, de les valoriser, d'encourager des nouvelles techniques en les associant aux nouvelles technologies, aux technologies émergentes pour développer de nouveaux produits, de nouveaux services, et aussi développer des compétences. Donc vous voyez, on s'intéressera un petit peu à tous les matériaux, pierre, céramique, porcelaine, métal, bois, etc., papyrus, c'est surprenant, et donc combiner des techniques ancestrales avec des nouvelles technologies et ce qu'elles permettent comme nouvelles potentialités, ce qu'elles ouvrent. Voilà, on créera des clusters, c'est à la mode, qui permettront notamment, via des plateformes, de proposer de nouvelles formations pour les artisans, même des curricula, développer l'entrepreneuriat, mettre en relation des artisans et tous les acteurs, hein, voilà, et puis des services de soutien. Évidemment, impliquer les structures concernées pour pouvoir proposer des solutions adaptées. Ça va de soi. Un autre appel sur l'écosystème musical européen. Donc là, l'idée est de proposer tout un tas de données, de nouvelles méthodologies de collecte de données quantitatives, qualitatives, des analyses statistiques, donc sur la valeur économique, mais aussi sociétale de ce secteur. On identifiera, on donnera une définition du répertoire national européen, on identifiera les différents acteurs qui sont variés, des grosses plateformes de streaming aux petits producteurs locaux indépendants. Et puis on verra quel impact a eu la crise sur ce secteur, notamment sur les habitudes de consommation, sur les habitudes aussi de création à la maison. On s'intéressera en particulier au modèle économique du streaming, ce qui se passe aussi sur les médias sociaux. Et puis, donc, je parlais de l'impact sociétal de la musique, donc notamment sur le bien-être. Voilà. Il faudra couvrir différentes aires géographiques, différents groupes socio-économiques aussi pour avoir une bonne vision d'ensemble. Et puis, il y a une référence faite à cette initiative européenne Music Moves Europe. De la musique, on passe au cinéma, à l'industrie cinématographique. Alors, dans toute sa diversité, puisque on parle aussi ici des films documentaires, des documents scientifiques, hein, on ne parle pas que de l'industrie cinématographique à la Hollywood, quoi, mais Hollywood européenne. Donc, meilleur besoin, c'est l'objectif d'identifier, avoir une meilleure connaissance des besoins du développement du secteur et de ses sous-secteurs, hein, la pré-production à la distribution, des besoins notamment en termes de cadre juridique, institutionnel,
Il faudra faire donc un véritable état de l'art de cette industrie, comprendre ses forces, ses potentiels, ses faiblesses, ses limites, des dynamiques aussi à l'œuvre. On fera utilement aussi des comparaisons avec les concurrents internationaux. Alors ceux qui sont listés, qu'on appelle, sont les États-Unis, la Chine et l'Inde. On peut en penser aussi à la Turquie, je crois, qui a une industrie très très prolifique. Et puis, donc voilà, proposer des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles d'organisation, et pourquoi pas à l'échelle européenne des standards communs. Et bien évidemment, le recours aux nouvelles technologies pour pouvoir accompagner tous les changements nécessaires. On en revient à la protection du patrimoine culturel, des artefacts, des biens culturels en général, et en particulier là vis-à-vis des menaces anthropiques. Donc les questions de pillage, de commerce illicite des biens culturels. Des méthodes et des outils pour mieux les protéger, les sauvegarder, les identifier au départ, des méthodes, des outils qui permettent aussi d'en assurer la traçabilité pour ensuite les restituer. Alors on essaiera de proposer des technologies, des matériaux de marquage, mais qui ne soient pas invasifs, destructeurs, et de préférence pas trop lourds et coûteux. Et une fois de plus, on recommande de recourir aux services satellitaires et autres de Copernic. Voilà, et bien sûr, pour accompagner cette protection des biens culturels vis-à-vis des menaces anthropiques, sensibiliser tous les acteurs et les citoyens. Alors, on vous cite ici les marchands d'art, les maisons de vente et les agents chargés de l'application de l'ordre, voilà, et les citoyens. Dans cet appel, la coopération internationale est encouragée. Autre risque auquel sont confrontés le patrimoine culturel, les biens culturels en général, ce sont les risques naturels et les pollutions. Donc l'idée ici, c'est pareil, de développer des moyens innovants et durables pour la sauvegarde du patrimoine culturel. On s'intéressera aux monuments, aux bâtiments historiques, aux sites archéologiques, aux paysages culturels aussi, et en particulier sont mentionnés dans l'appel les zones rurales reculées, les paysages côtiers et maritimes, et même le patrimoine subaquatique. Si nécessaire, et on comprend que la Méditerranée et les autres mers sont au cœur du sujet, on s'intéressera on proposera des coopérations avec les pays du voisinage européen. On impliquera aussi les citoyens dans cette démarche de préservation, de conservation. Recours encore au service de Copernicus. Et puis, pour les questions de suivi, d'anticipation, anticipation des risques naturels, hein, par exemple, c'est ce que permettent les services satellitaires. Et voir comment ce projet peut s'intégrer, s'articuler avec des activités du Centre commun de recherche de l'Union européenne pour un impact politique plus fort. Avant-dernier appel, me semble-t-il, très intéressant, je trouve, sur la façon dont les jeux et la culture façonnent notre société. Mais aussi leur potentiel en termes d'innovation et le rôle de l'industrie du jeu, des pratiques créatives non commerciales, hein, pour une fois. Donc, jeux en ligne, mais pas seulement, hein, les jeux de plateau sont aussi concernés. Que dire d'autre? Oui, on s'intéressera à la fois à l'impact positif des jeux en termes d'éducation, de créativité, de développement des compétences, et puis en termes d'opportunités d'emploi, bien évidemment, et puis aussi aux risques, notamment les risques liés aux jeux en ligne, hein, et l'exclusion sociale, l'intolérance, les risques de harcèlement sur la toile auxquels ils peuvent donner lieu, les risques de précarité économique dans lesquels ils peuvent mettre les personnes.
On s'intéressera aussi à toutes les nouvelles formes de communication, de langage, d'expression qui sont générées par les jeux et leurs bénéfices en termes d'apprentissage. Donc, et pour avoir une couverture complète du sujet, il faudra faire attention à bien prendre en compte, à diversifier les groupes sociaux, les catégories d'âge, les catégories de genre et les différents types de jeux. Voilà, et le dernier appel, et peut-être pas des moindres, puisqu'il s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large, donc de créer le nouveau Bauhaus européen, donc qui est une initiative de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et qui en fait vise à donner vie au Green Deal, en fait, au Green Deal européen, donc qui porte sur la transformation écologique. Donc donner vie au Green Deal d'une manière attrayante, innovante et qui soit centrée sur l'humain. Donc créer une espèce de pont entre le monde de la science, des technologies, celui de l'art, de la culture, où les citoyens pourront s'approprier les transformations liées au Green Deal. Donc vraiment tirer parti de la fonction sociale de l'architecture, des arts et du design, en combinant, vous voyez, dans le bâti, dans les espaces publics, les espaces verts qui sont des lieux de repos, de rencontres, de créativité, créer des fonctionnalités, de l'esthétique qui permettent vraiment l'inclusion sociale et l'accessibilité. Et contribuer à promouvoir, du coup, à créer un nouveau mode de vie à l'européenne. On s'intéressera aussi aux espaces, à l'interconnexion entre les espaces physiques et virtuels et les environnements hybrides. Et donc là, il y a une recommandation qui est de bien prendre en compte 3 types de situations, de lieux différents, et au moins 3 États membres et pays associés. Bon, ça, c'est assez classique. La Suisse ne faisant pas partie des pays associés. Ça, c'est peut-être un des petits changements aussi dans Horizon Europe. Voilà, et donc essayer de chercher des synergies entre toutes les initiatives, entre des programmes européens, donc Horizon Europe, le nouveau Green Deal, le nouveau Bauhaus, et puis aussi les recommandations de l'UNESCO sur le paysage urbain historique. Voilà, j'en ai terminé pour ces appels. Et si Pascal Liévaux nous a rejoint, je lui cède la parole avant de terminer sur quelques informations générales et d'enchaîner sur des échanges avec vous. Pascal Liévaux du ministère de la Culture, s'il est présent. Oui, Julien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Merci Florent. Donc, on m'a sollicité, donc je travaille au ministère de la Culture, je suis conservateur général et à la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, je m'occupe de la recherche sur les patrimoines. Et à ce titre, je mène différentes actions qui visent à identifier les besoins en matière de recherche sur le patrimoine et à faire en sorte qu'ils soient pris en compte par les chercheurs et associer aussi les établissements patrimoniaux. On m'a proposé de faire devant vous une présentation d'éléments de contexte au niveau européen et au niveau français qui résulte d'une volonté nationale et européenne de structurer ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences du patrimoine, au sens que lui donne la très bonne fiche Wikipédia Heritage Science. Oui, je cite mes références à laquelle on a été plusieurs à contribuer et qui définit ces sciences du patrimoine comme l'ensemble des sciences qui sont sollicitées pour comprendre, conserver et transmettre les objets et les œuvres patrimoniaux. Donc, ce sont aussi bien les sciences humaines et sociales telles que l'histoire de l'art, l'archéologie, l'anthropologie, mais aussi le droit ou d'autres sciences, que des sciences expérimentales telles que la physique, la chimie, la biologie.
et notamment pour les questions de conservation-restauration, que les sciences du numérique, l'intelligence artificielle, qui est sollicitée à toutes les étapes de la chaîne patrimoniale désormais. Donc, si on peut avoir la diapositive suivante, je voudrais tout d'abord vous parler au niveau national de l'existence de la Fondation des sciences du patrimoine, qui est une fondation partenariale qui regroupe un certain nombre d'acteurs, essentiellement franciliens pour le moment, autour de deux universités qui sont CY Université Paris-Cergy et l'université de Saclay, qui toutes deux ont des ambitions fortes et ont mis l'axe patrimoine, recherche sur le patrimoine, au cœur de leurs préoccupations. Et donc, dans ce cadre, la Fondation des sciences du patrimoine, qui associe aussi des établissements patrimoniaux tels que le Louvre ou le Centre Pompidou, le Musée du Quai Branly ou le Château de Versailles, mais aussi la BNF, les Archives nationales, bien sûr, les deux laboratoires du ministère de la Culture, le Centre de recherche et de restauration des musées de France et le laboratoire de recherche des monuments historiques, pour financer des travaux de recherche et en particulier des thèses et des post-doctorats. À ce sujet, donc, je pensais utile de vous signaler l'existence de la Fondation des sciences du patrimoine, parce que si des laboratoires de votre réseau cherchent des partenaires pour répondre à certains des appels à projets de la première vague, qui, vous l'avez vu, sont, comme ça vient d'être expliqué très bien, pour l'essentiel orientés sur le patrimoine culturel, vous pouvez vous adresser à la Fondation, vous pouvez aller sur son site pour avoir des contacts avec les différents acteurs qui sont déjà très impliqués dans les sciences du patrimoine. Peut-être la diapositive suivante. Au niveau européen, vous signalez l'existence d'une initiative de programmation conjointe sur le patrimoine culturel. Donc, il y a une dizaine d'initiatives de programmation conjointe, Joint Programming Initiative, JPI, dont une sur le patrimoine culturel, c'est d'ailleurs la seule en sciences humaines et sociales, et qui a pour objectif, mais cette fois au niveau européen, d'identifier aussi les besoins, les gaps en matière de recherche sur le patrimoine. Il y a une vingtaine de pays européens qui sont membres de cette JPI, qui sont représentés par leurs ministères respectifs de la recherche et de la culture, ainsi que par les agences nationales de financement de la recherche, donc pour la France et l'ANR, bien sûr, et lance chaque année un appel à projet. Donc, je vous recommande d'aller sur le Heritage Research Hub, qui est un nouveau site de partage et de rencontre des acteurs européens dans le domaine des sciences du patrimoine, de la recherche sur le patrimoine, où vous pouvez à la fois mettre de l'information assez facilement sur vos institutions, sur les labos avec lesquels vous êtes en contact, mais aussi trouver des informations sur les appels qui sont lancés un peu partout en Europe. Donc, allez visiter le Heritage Research Hub. C'est un outil tout à fait pratique pour tous les acteurs de la recherche sur le patrimoine au niveau européen. Donc là, on a, pour ce qui concerne les appels à projets de la JPI, on a lancé un appel en 2020 sur le thème Heritage Society and Ethics, pardon, lancé en 2022, excusez-moi. Donc c'est le prochain appel à projet. Le précédent que je voulais signaler quand même s'il est clos, concernait la question des identités, identities, heritage and identities.
Et on lancera en 2023 un gros appel à projet sur les questions climatiques. Bon, ça a été abordé à l'instant par Florent. Il y a un appel de la Commission qui est prévu sur ce sujet dans la deuxième, enfin en 2022. Mais le sujet est tellement vaste qu'on a jugé utile de contribuer aussi au financement de recherche sur cette question, avec la double approche, l'impact du changement climatique sur le patrimoine, mais aussi et peut-être surtout l'apport que le patrimoine peut avoir à des politiques de développement durable, comment le patrimoine peut être dans ces différentes dimensions un outil de développement durable. Et là, je pense qu'il y a vraiment des recherches à mener. Il me semble qu'au niveau français, une des difficultés, c'est que, d'après la vision que j'en ai, mais je peux me tromper, aujourd'hui, il y a d'un côté d'excellents laboratoires qui travaillent sur le patrimoine, de l'autre, d'excellents laboratoires qui travaillent sur l'environnement, mais la liaison entre les deux n'est pas encore suffisamment établie. Et peut-être que sur ce type d'appel, ce sera l'occasion justement de nouvelles collaborations entre scientifiques des deux domaines. Voilà pour ce sujet. Oui, juste encore un mot. Je pense que on va essayer d'avoir un financement assez conséquent sur ce dernier appel, sur Heritage and Climate, parce qu'on pense qu'il y aura qu'on aura beaucoup de réponses. Et donc, on travaille avec une autre JPI, qui est la JPI Climate. Et donc, on est en train d'élaborer avec eux un white paper qu'on va publier et diffuser largement, qui va identifier les thématiques de recherche, les points délicats sur lesquels on a besoin de travaux de recherche. Et puis, on est en négociation avec le Belmont Forum pour avoir aussi un financement, alors cette fois-ci à l'international, sur ce même appel à projet. La dia suivante. Aussi peut-être une information sur un projet d'infrastructure européenne qui s'intitule ERIS, dans lequel la France, même si elle n'est pas coordinatrice, puisque le projet est coordonné par l'Italie, est très fortement impliquée, qui est un peu le résultat de 20 ans de recherche européenne sous la houlette de la France et de l'Italie sur l'analyse des matériaux du patrimoine et l'utilisation d'instrumentation de pointe, et aussi la création d'instrumentation de pointe. Donc, ce projet est en voie d'achèvement de sa phase préparatoire. Et normalement, l'établissement européen qui va l'incarner, l'ERIC, devrait être, si tout va bien et si le retour de la Commission européenne est favorable, créé en 2022. Donc, il associe 18 pays et il est organisé en différents dispositifs, différents laboratoires qui touchent aussi bien à la question de l'archivage des données de la recherche que de l'utilisation du numérique, de l'imagerie numérique, les questions bien sûr de conservation et de restauration, et aussi de formation pour les chercheurs et pour les professionnels. Donc ce projet il est décliné en nœuds nationaux, et donc il y a un nœud national ERIS France qui existe, qui est pour l'instant piloté par le ministère de la Culture, avec à ses côtés le MESRI. Et le portage français du projet sera dévolu à la Fondation des sciences du patrimoine, dont je parlais tout à l'heure. Donc l'idée avec ERIS France, c'est de décliner au niveau national l'ambition structurante du projet européen, puisqu'il s'agit au niveau européen de créer un réseau partagé de grands instruments de recherche qui vont travailler en coordination. Et bien, c'est de faire la même chose au niveau français pour avoir un maillage
du territoire national sur ces questions d'analyse de la matérialité des œuvres. Je voudrais terminer par une dernière dia qui évoque une grosse manifestation sur les sciences du patrimoine que la Fondation des sciences du patrimoine va organiser avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre de la présidence française au premier semestre de l'année prochaine. Les dates sont le 15 et le 16 mars, ça se passera à Paris. Un appel à communication a été lancé vendredi en français et en anglais. Donc, je ne sais pas si on peut, Florent, peut-être le communiquer à l'ensemble des participants ce matin. Il est à diffuser très largement et vous verrez qu'il est basé, les axes, les 4 axes de cet appel à communication sont basés en fait sur l'agenda stratégique de la recherche et de l'innovation de la JPI Cultural Heritage, puisque ça sera une manifestation européenne qui permettra d'identifier les avancées les plus récentes en matière de recherche. Ça sera aussi une manifestation de promotion des sciences du patrimoine, donc ce sera une manifestation à la fois scientifique mais aussi promotionnelle des sciences du patrimoine, puisqu'on bénéficiera de la présence de la commissaire européenne, très certainement de la ministre de la Culture, j'espère de la ministre de la Recherche. Donc, il y aura une médiatisation des sciences du patrimoine et je pense que c'est important que les laboratoires français, les acteurs français se manifestent à cette occasion. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition. Merci à vous, Pascal, pour cette intervention. Et oui, les quelques diapos là, que vous avez présentés seront également accessibles de façon séparée à notre support général là, sur le site horizon europe.gouv.fr à la page de l'événement. Et donc, on peut effectivement que vous inviter à diffuser cette information sur l'appel à la communication pour la manifestation des 15 et 16 mars. Merci encore. Je peux aussi peut-être vous donner mon adresse électronique sur le chat, comme ça ceux qui souhaiteraient me joindre pourront le faire plus facilement. Je vous laisse faire. Et pendant ce temps, je donne donc quelques petites informations générales pour terminer. Troisième rappel, mais la semaine prochaine, vous aurez le dernier webinaire dédié au cluster 2, donc sur la partie, sur la destination 3, migration, marché du travail, vieillissement, évolution démographique, etc. Attirez votre attention aussi sur le fait qu'avant ce webinaire, jeudi et vendredi, auront lieu donc la session d'information InfoDay organisée par la Commission européenne, donc dédiée à l'intégralité du cluster 2. Donc ça, c'est jeudi matin 1er juillet, de 9h à 13h. Et vendredi 2 juillet, de 10h à 14h, un événement de réseautage, brokerage event, en bon franglais, bruxellois, et donc de 10h à 14h, donc qui est un lieu qui vous permet de rencontrer des partenaires autour d'appels à projets, rejoindre des consortia ou vous-même vous proposer en tant que porteur de projet. Donc on ne peut que vous inviter, les chercheurs intéressés par les appels 2021, à participer à cet événement et pour les personnes qui accompagnent les projets, le diffuser largement. Voilà. Autre information, vous savez que l'ANR propose depuis plusieurs années maintenant un dispositif d'aide au montage de projets européens qui s'appelle MRSEI. Donc, vous ciblez un appel Horizon Europe, du cluster 2 en l'occurrence, et vous pouvez rédiger une ébauche de projet et vous pouvez bénéficier jusqu'à 30 000 € pour constituer votre réseau de partenaires. On ciblera plutôt les appels 2022 parce que avec une deadline, là, comme vous le voyez au 13 juillet, pour les appels 2021, l'aide du MRSEI serait
serait inefficace et de toute façon, enfin, voilà, vous ne seriez pas éligible. Donc, si vous avez des appels 2022, candidatez le 13 juillet. Pour les chercheurs, une information aussi générale, on ne peut que vous inviter à devenir expert évaluateur des projets européens, voir comment ça se passe de l'intérieur, comprendre les attendus de ce type de projet, être en contact direct avec des agents de la Commission européenne dans les directions thématiques qui vous intéressent, rencontrer vos pairs dans le cadre des évaluations, et puis bénéficier en lisant toutes les propositions d'un état de l'art à l'instant T sur le sujet qui vous intéresse. Vous ne vous inscrivez qu'une fois, c'est valable pour 7 ans. Vous décrivez votre profil, vos domaines de recherche, vous ne ciblez pas un pan du programme ou un domaine en particulier, hein, c'est à partir des mots-clés de votre profil que vous serez sollicité par la Commission européenne au cours du programme. Voilà. Et dernière information, si je parviens, voilà. Les contacts et liens utiles des membres du PCN et vous inviter à rejoindre le groupe thématique national donc, qui est animé par Basudeb Chowdhury qui représente la France au comité de programme du cluster 2, participer au groupe thématique national notamment pour contribuer à l'élaboration des futurs appels du cluster 2. Donc là, on parle du programme de travail 2023-2024. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on va passer, si on a des questions-réponses. Merci Florent, merci Pascal également pour votre présentation qui était très claire, Florent, puisqu'il n'y a que très peu de questions. J'ai une question que je remonte de Camille qui t'indiquait, alors je ne sais plus à quel appel ça faisait référence, mais peut-être Camille pourra nous le repréciser dans le chat. Lorsque tu évoques le patrimoine sous-marin, s'agit-il uniquement de patrimoine prestigieux ou bien le patrimoine lié aux activités humaines anciennes est-il éligible ? Je crois qu'il n'y a aucune précision à cet égard dans l'appel. C'est lequel déjà? C'était l'appel culturel et changement climatique. Ouais, c'est le 8, hein, c'est ça? 8 de 2022. Peut-être. Tu peux revenir avant dans les diapos pour regarder. Consulter le programme de travail, justement. C'est... La question subsidiaire de Sophie, est-ce que vous incluez patrimoine botanique et non pas botanique ou britannique, Sophie? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je pense que tu parles du patrimoine botanique. Ouais, c'est les effets du patrimoine naturel sur les effets du... C'est bien le 8, c'est ça. Je ne crois pas qu'il y ait de précision sur le patrimoine... Patrimoine britannique, précise Sophie. Eh bien, sauf erreur de ma part, la Grande-Bretagne a le statut, un statut qui lui permet de participer au programme comme pays associé. Tout à fait. Donc, voilà. Oui, la réponse c'est oui. Tout à fait. Et pour ce qui est du patrimoine botanique, j'imagine que si ça fait partie de collections, c'est possible aussi. Qu'est-ce que... Quelqu'un qui nous dit qu'il envisage un projet sur la sauvegarde des langues en danger avec une université transfrontalière. Bon, c'est une bonne chose. Ne pas oublier la règle du consortium, hein, au minimum 3 membres de 3 pays différents de l'Union européenne. Alors, pour l'ANR, Corinne qui pose la question pour l'ANR, les écoles Beaux-Arts sont-elles éligibles? Oui. Sylvie Gangloff, qui est la spécialiste du MRSEI, pourra me infirmer au cas où, mais sinon, je pense que oui, toutes les écoles des Beaux-Arts sont également éligibles, Sylvie. Oui, je peux répondre. Il y a plusieurs questions sur l'ANR, et puis, j'étais en train de répondre, j'envoie ma réponse, mais bon, j'écris moins vite que les questions n'arrivent. Donc, l'important pour l'ANR, c'est d'identifier un appel. Et ensuite, vous expliquez comment vous allez répondre à cet appel et comment vous allez former votre consortium.
Donc l'important, puisque la question a été posée, est de plus identifier les compétences dont vous aurez besoin. C'est-à-dire, vous dites, bon ben voilà, on a identifié une équipe de sociologues qui travaille là-dessus, une équipe d'anthropologues qui travaille là-dessus. Maintenant, il faut qu'on ait des musées, il faut qu'on ait ceci ou cela. Donc vous identifiez le type de partenaire académique ou institutionnel, et donc comment vous allez monter votre consortium. Donc ça, c'est une réponse à une première question. Il y avait une deuxième question sur, alors oui, c'est le coordinateur qui doit déposer, puisque l'ANR ne finance que les projets en coordination française, et puis sont éligibles tout type d'institutions qui peuvent soumettre en tant que coordinateur à la Commission européenne, donc finalement toute entité légale. Voilà. Encore deux questions, Sylvie. Une personne, donc Yael, qui demande si un chercheur non titulaire peut monter un projet Horizon Europe, faut-il qu'il soit porté par un chercheur en poste? Et est-ce que les partenaires non institutionnels peuvent inclure des auteurs de littérature? Des auteurs de théâtre, hein. Alors, pour le coordinateur, il n'y a aucune règle n'interdit à ce que le coordinateur ne soit en poste. Ce n'est pas une obligation pour la Commission européenne. Il faut que le coordinateur soit affilié à une institution. C'est l'institution qui prend la responsabilité. En revanche, le projet doit quand même être porté par un coordinateur qui est bien établi scientifiquement ou institutionnellement, enfin dans le domaine dans lequel il travaille. Donc a priori, c'est quand même plutôt des personnes en poste, enfin titulaires de poste. Mais aucune règle de la Commission ne l'interdit. On a vu des projets qui étaient portés par des chercheurs qui n'étaient pas titulaires. Donc c'est possible, mais bon, après, le profil du coordinateur fait partie, bien évidemment, des éléments qui sont évalués par les experts de la Commission européenne. Donc ça, c'est un premier point. Il y avait un deuxième, du coup j'ai oublié la deuxième partie de la question, Julien. Est-ce que les partenaires non institutionnels peuvent inclure des auteurs de littérature? Alors oui, mais pas en tant qu'individu. Les partenaires sont des institutions. Donc des auteurs, des acteurs, auteurs, peu importe, artistes quelconques, peuvent répondre, mais via une association, une fondation quelconque. Donc les partenaires sont des partenaires institutionnels. Ils doivent, une personne en tant que personnalité ne peut pas répondre parce qu'elle n'a pas derrière elle une institution qui bénéficie d'un service financier, etc. etc. Voilà. Donc elle doit se reposer. Il faut se reposer sur au minima une association. Très bien, merci. Florent, peut-être, est-ce qu'il y a des démarches spécifiques pour les dom-tom d'une personne qui travaille à Mayotte sur les langues locales en tant que patrimoine? Je vois la question. Bah oui, il n'y a pas de démarche spécifique. Les dom-tom sont éligibles en tant que faisant partie du territoire français, donc de l'Union européenne. Comme il y a qu'un appel, il n'y a qu'un projet qui sera financé sur la sauvegarde des langues en danger, ça pourrait être intéressant de nous écrire pour vous manifester. Peut-être que, un des rôles du PCN, c'est aussi d'être une espèce de point d'entrée et de voir si on peut faire converger un petit peu les forces, mutualiser les forces au niveau national pour pas se faire de compétition entre nous, surtout sur ces appels-là. Après, bon, chacun est libre évidemment de porter son projet avec ses propres partenaires, mais c'est vrai que si on peut parfois mutualiser les forces, ça peut être intéressant. Oui. Surtout quand dans un appel comme celui-là, il n'y a qu'un projet qui sera financé. Oui, tout à fait. Le rôle aussi, le rôle du PCN, c'est aussi de pouvoir vous aider à identifier, le cas échéant, des partenaires en dehors de la France. Et donc, c'est pour ça que nous faisons partie aussi du réseau des PCN européens Net for Society Horizon Europe, Net for Society, qui fonctionne encore actuellement, et à travers lequel donc, vous pouvez nous transférer, par exemple, des demandes ou des propositions de participation à des consortiums que nous pourrons ensuite transmettre à nos partenaires dans les différents pays européens pour vous aider à identifier d'éventuels partenaires. À part Madame Maury, là, qui était l'autre personne intéressée par l'appel sur les langues en danger?
Alors, pas vu. Une personne qui s'appelle Château Reynaud, invité, voilà. Je pense. D'accord. Ah oui, je vois le message. Mais... Voilà. Ouais, non. Si la personne est toujours là, elle peut se manifester. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à contacter de toute façon après de manière bilatérale aussi le PCN pour répondre à toutes vos questions particulières. On fait des webinaires à l'attention de toute la communauté, mais après on peut aussi répondre aux questions particulières par mail, par téléphone ou organiser des ateliers de réflexion plus spécifiques avec des équipes qui souhaiteraient se positionner sur des projets. C'est vraiment possible, c'est le rôle du PCN, donc n'hésitez pas à vous en emparer. D'accord. Monsieur Château-Reynaud, et j'ai vu votre message de l'Université de Bordeaux. Monsieur ou madame d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas, excusez-moi, j'espère ne pas avoir offensé. Moi-même, je travaille à l'Université Paul Valéry Montpellier, et c'est vrai qu'on a j'ai des chercheurs de l'unité de recherche d'Ipralang qui s'étaient manifestés sur cet appel à projet sur les langues en danger. Donc vous travaillez sur l'occitan et le basque, d'accord. Alors Alice Bruno, ouais, très bien, très intéressant. On peut effectivement, on est justement en train d'y réfléchir avec notre représentant comité de programme qui est aussi intéressé par cet appel New European Bauhaus. Donc on peut effectivement faire un atelier de réflexion à la rentrée, c'est tout à fait envisageable. Pour cela, n'hésitez pas à nous écrire directement à l'adresse qu'on vous a mentionnée, pcnshs@recherche.gouv.fr. Oui, ce sera mieux parce qu'on va peut-être pas garder sinon la mémoire de votre proposition. Merci. Il faut mieux la reformuler par mail. Merci. Bon, ben, je vois que Mickey Mori et monsieur ou madame, je ne sais pas si c'est à nouveau, Château-Reynaud travaillent avec les collègues de mon université. Donc, voilà. Donc, le merci, lien est tout fait. Pascal. Oui, très bien. Merci Pascal également pour ce lien, et je vois qu'Alice Bruno est en lien avec Pascal, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je crois qu'on a déjà eu des sollicitations à propos de ce Bauhaus, donc on peut certainement mutualiser les efforts de réflexion. Alors le lien pour le PowerPoint sera indiqué, Daniel, dès lors que cette session aura on aura récupéré l'enregistrement, on va le publier sur la page sur laquelle vous vous êtes inscrit, et je ferai une mise à jour donc en vous envoyant le lien de cette page qui comprendra donc l'enregistrement du webinaire ainsi que le PowerPoint qui sera accessible sur cette page. Donc ça devrait être fait d'ici 24 à 48 heures au grand maximum. Merci Alexandra, effectivement. Alexandra fait le lien, effectivement. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, on est parfaitement dans les temps. Donc, ouais, tout à fait. Merci à toi, Florent, pour cette présentation très claire. Merci aussi à tous les participantes et participants, à Pascal également, d'avoir présenté ces initiatives très intéressantes qui sont complémentaires et qui sont des outils aussi très utiles pour nos communautés. N'hésitez pas donc à nous contacter, le PCN, pour faire des liens, proposer des ateliers de réflexion ou vous aider à trouver des partenaires. Je rappelle donc la séance de la semaine prochaine sur les appels transformation socio-économique qui seront donc animés par Alexandra Torero-Ibad, membre du PCN de l'Université de Lille. Et donc, on aura deux invités qui vont nous parler, qui vont faire aussi un retour d'expérience. Alexandra, si tu veux en parler, je t'en prie. Oui, en fait, on a invité les coordinatrices du projet financé Merging, qui est sur la thématique des migrations, et qui pourront du coup partager leurs bons conseils et j'espère aussi vous motiver et vous inciter à participer aux réponses 2021-2022. Je tiens à préciser d'ailleurs par rapport au brokerage que l'événement de réseautage de vendredi ne porte que sur les appels 2021. Donc les 4 pour le cluster, pour la destination 1, et pour la destination 1, c'est donc 5 appels, 4 pour le patrimoine qu'on vient de voir, et puis par contre pour transformation, je pense qu'il y en a un petit peu plus.
Il y en a au moins 6, 7, je vois. Voilà. Les appels 2022 ne sont pas concernés. Voilà. Merci Christophe.